Est-ce que tu t'es déjà demandé qui est véritablement le capitaine de ton propre vaisseau, de ton être, de ta personnalité? Qui gouverne véritablement ta vie? En fait, j'aime bien imaginer cet être avec la métaphore d'une calèche qui serait tirée par des chevaux. Et ces chevaux, ce seraient les différentes parties de notre personnalité. Parce qu'en effet, on a des tas de personnalités qui ont chacune leurs propres enjeux, leurs propres propos. Donc par exemple, on va avoir une partie qui a des ambitions, des talents, qui souhaite accomplir certaines choses. Et puis en face, il va y avoir un juge qui va commenter en permanence tout ce qu'on entreprend, qui va faire en sorte de saboter les rêves de cette première partie, qui va sans arrêt lui dire « Mais pour qui tu te prends ? T'es pas à la hauteur, tu seras jamais capable. » Voilà, et par exemple, il va faire en sorte de tellement la juger qu'elle va se retrouver paralysée et elle va, au final, se cacher et se rendre invisible. Donc ces différentes parties, chacune, elles ont leurs propos, leurs enjeux. Elles prêchent chacune pour leur propre paroisse. Elles ont toutes des bonnes raisons de faire ce qu'elles font. Et elles se font la sourde oreille entre elles. Donc c'est comme les chevaux qui sont tirés par cette calèche. Il y en a un qui va tirer à U, l'autre à Dia, et puis le troisième qui va se faire mal à la patte, par exemple, et qui va avoir des difficultés à avancer. Et au final, notre calèche, elle va avoir beaucoup de mal à aller tout droit vers sa destination. Alors, qu'est-ce qui peut aider à ce que cette calèche puisse avancer véritablement vers la direction qui lui importe? Eh bien, il faut un cocher qui la conduise, qui la pilote. Le cocher, il est déjà en hauteur par rapport aux chevaux. Il a une vision d'ensemble du chemin qui reste à parcourir. Il connaît la route beaucoup mieux que les parties. Et il a une capacité à la clarté. Il connaît la destination. Il sait que la route est encore longue et qu'il va devoir prendre soin de ses chevaux pour pouvoir les amener sans encombre jusqu'à cette destination. Alors quand on observe, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont établies sur ce que sont les chevaux uniquement, sans véritablement de cocher. En général, ce sont des personnalités qui se sont construites au fil du temps sur des parties réactionnelles de l'enfance et qui vont avoir une certaine forme de rigidité, qui vont avoir des mécanismes de défense et un côté un peu extrême dans ce qu'elles sont. Donc en vérité, ces personnalités-là ne sont pas véritablement solides, ne sont pas véritablement assises dans une stabilité. Et elles vont avoir besoin de légitimer ce qu'elles sont à travers des croyances, à travers des principes un peu rigides. Tout un tas de choses qui vont venir renforcer chez elles le sentiment qu'elles existent vraiment et qu'elles sont véritablement légitimes. Parce qu'en fait, elles doutent quelque part de leur propre légitimité et donc elles mettent d'autant plus de force à s'en convaincre et d'énergie à déployer pour se montrer à elles-mêmes leur propre légitimité. Pour aider dans cette tâche, ces personnalités vont avoir recours à d'autres parties qui sont des parties protectrices, qui veillent à ce que rien ni personne ne les mette en danger, à ce qu'elles ne souffrent pas. Donc pour ça, elles utilisent tout un tas de stratégies. Ça peut être l'intellectualisation, où on va verrouiller toutes les émotions. On va éviter tout ce qui pourrait être ressenti et causer de la douleur. Ça peut être une forme de cynisme aussi, qui maintient un peu le cœur fermé
et qui fait prendre la vie à distance, où on ne se laisse jamais toucher par les choses. On est dans un refus systématique et a priori de se laisser toucher. C'est une posture, le cynisme, hein. Dans cette catégorie, on a aussi toutes les stratégies qui peuvent nous distraire de la souffrance. Donc ça peut être par exemple les addictions, hein, boire pour oublier par exemple, l'addiction au shopping, faire chauffer la carte bleue, tous les troubles du comportement alimentaire, donc addiction à la nourriture. Donc tout ce qui va nous anesthésier émotionnellement au final. Et puis, il y a les parties qui vont se présenter un peu comme les garants de ces fausses personnalités, de ce qu'on appelle les faux selfs, et qui vont faire en sorte qu'elles puissent se maintenir. Donc, par exemple, on va avoir le critique intérieur. Le critique intérieur, lui, il cherche toujours à ce qu'on soit conforme, à ce qu'on soit dans les cases, à ce que rien ne dépasse, pour ne pas être critiqué. Ça va être le gentil garçon ou la gentille fille qui va toujours chercher à ce que les autres nous aiment et ne nous abandonnent pas. Donc tout ça, ce sont les comportements qu'on appelle de people pleasing, où on va être en soumission par rapport à l'autre et à lui plaire. Il peut y avoir aussi, parmi les faux selfs, les personnalités très protectrices, qui vivent pour les autres, qui veillent en permanence à ce que les proches ne manquent de rien, mais qui au passage s'oublient complètement et renient leurs besoins. Donc tout ça c'est beau, c'est louable, mais ce sont des constructions, ce sont des personnages et au fond, la personne qui est au fond n'y trouve pas son compte. Donc tous ces personnages dont le but est de nous protéger de la douleur en organisant la psyché de telle sorte qu'on ne soit pas blessé, qu'on ne ressente pas de douleur psychique trop intense. Tous ces personnages, ces protecteurs, ils montent la garde comme un peu des cerbères qui protègent la personnalité. Mais quelque part, s'ils sont autant mobilisés pour nous protéger, c'est surtout parce qu'ils sont fortement influencés par les mémoires traumatiques de l'enfance. Donc ils ont une vieille peur comme ça, une peur résiduelle que les événements du passé qui impliquaient l'abandon, la trahison, le jugement ou encore des abus ne se passent à nouveau. Et donc ils sont mobilisés dans une attitude de plus jamais ça. Et donc tout ça, ça nous amène à une strate plus profonde qui est justement celle que les protecteurs passent leur temps à se mobiliser pour éviter de ressentir et qu'on appelle les exilés. Donc les exilés, ce sont des parties qui sont tellement douloureuses qu'on les a vraiment jetées aux oubliettes en fermant le cachot à double tour, avec l'espoir que la vie va passer, que tout ça, ce ne sont que des mauvais souvenirs. Avec même un peu de chance, on va même oublier les souvenirs. Et que maintenant, la vie peut nous réserver autre chose et qu'on va vivre mieux, plus heureux et que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais le problème, c'est que ces souvenirs, ce sont avant tout des parties de nous. Parce que nous étions des enfants et que les événements qui se sont passés, la manière dont on a été traité, tout ça, ça s'est imprimé en nous très profondément dans notre personnalité. Et de ce fait, à chaque moment de notre vie, on pense que donc tout ça, c'est définitivement derrière nous et enterré pour pouvoir vivre une autre vie. Mais en réalité, chacun des moments que nous vivons, sans le vouloir et même sans le savoir, on les vit avec ces parties qu'on pensait avoir enterrées. Donc quand je dis avec, ça peut être aussi avec la partie qui réagit à cette partie qui a été blessée. Donc ces parties, elles nous suivent un peu comme des fantômes finalement, qui n'arrivent pas à être libérés parce qu'ils n'ont pas eu leur dû. Ils sont sans repos, en fait. Ils ne trouvent pas
la tranquillité, ils ne trouvent pas la sécurité intérieure, ils ne trouvent pas l'amour dont ils ont toujours eu besoin et qu'on leur a toujours refusé. Et aujourd'hui, on continue à le leur refuser en voulant vivre tranquillement notre vie d'adulte et faire comme si tout ça n'avait jamais existé. Alors ces exilés, ce sont donc les parties les plus douloureuses de nous, c'est-à-dire les parties qui se sentent toujours coupables, qui se sentent obscurément honteuses, simplement honteuses, pas de quelque chose en particulier, mais honteuses de ce qu'elles sont. Ça, c'est la véritable honte toxique. Qui se sentent jamais légitimes, jamais à la hauteur, qui se sentent indignes, qui se sentent abandonnés, qui se sentent rejetés, qui se sentent inadéquats. Et donc cette inadéquation nourrit encore la honte toxique, etc., etc. Donc c'est tout ce genre de choses. Et donc ces exilés, ils sont coincés à des moments particuliers de notre enfance, là précisément où ils ont vécu des choses, des événements qui les a amenés à constituer ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ce qu'ils ont vécu à l'époque, c'était trop submergent, c'était trop fort et l'enfant que nous étions à ce moment-là n'a pas pu traiter, le système nerveux n'a pas pu traiter ces informations, n'a pas su quoi en faire. Et donc, c'est resté là comme une mémoire traumatique qui s'est inscrite en nous et qui continue aujourd'hui à guider nos choix, à conditionner nos croyances à propos du monde, à propos de nous-mêmes, et qui fait que nous nous auto-sabotons. Alors, je te donne un exemple. C'est un jeune homme qui vient me consulter parce qu'il se retrouve dans un état anxieux très important. Il fait des crises de colère. Il a aussi un immense sentiment d'impuissance à agir sur sa propre vie, à avoir une vie sociale, à avoir même un travail. Et il en retire beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité et de haine de lui-même. Donc il a aussi des colères envers ses enfants. Ensuite, il se met en colère contre lui-même de s'être mis en colère envers ses enfants. Et donc, je me rends compte en fait qu'il est dans une situation intérieure dans laquelle il est complètement coincé. Quand je le regarde avec mon œil intérieur, j'ai vraiment l'image d'une camisole qui le maintient dans une situation d'impuissance très forte. Il peut plus bouger, il peut plus entreprendre une quelconque action sans déclencher soit de la colère, soit de la culpabilité, soit de l'impuissance. Et il est complètement écartelé entre différentes parties de lui. Et il est en état de sidération intérieure. Donc il nourrit beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte vis-à-vis de sa situation. Et donc sans vraiment rentrer dans la théorie polyvagale, je vous mettrai les liens en dessous des différents épisodes auxquels ça se réfère. Mais donc je développe dans l'épisode 3 du podcast la dérégulation du système nerveux. Et dans l'épisode 2, la sortie de la fenêtre de tolérance. Ça, c'est une notion très importante à comprendre. Donc il sort de sa fenêtre de tolérance par le haut, toujours avec la colère, avec l'anxiété, et par le bas, il en ressort avec toute la procrastination, toute cette impuissance, toute cette incapacité à agir sur sa propre vie et cette honte toxique qui nourrit vis-à-vis de lui-même. Donc par rapport à cette histoire de travail sur les parts, comment est-ce qu'on a fait ? Donc on est d'abord allé rencontrer la colère, qui est un protecteur, et on lui a demandé quelle était son intention positive pour lui, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire. Son but, c'est d'essayer de le protéger, de ressentir plus de douleur. Tant qu'on est monopolisé, mobilisé par la colère, on ne ressent pas la douleur intérieure, on ne ressent pas sa propre impuissance, on ne ressent pas la manière dont on se retrouve dans l'impasse, par exemple. Et puis, dans un second temps, quand les choses ont été possibles, on a été interroger les parts les plus inhibées, les plus exilées
Donc en l'occurrence, la honte, la culpabilité, l'impuissance. On est allé les questionner sur ce qu'elles étaient, sur ce qu'elles ressentaient, sur la manière dont elles pensaient, dont elles agissaient. On leur a demandé ce qu'elles avaient à nous dire. En fait, on a fait exactement la même chose qu'on ferait avec n'importe qui, avec qui on veut vraiment faire connaissance. Donc le fait de les questionner avec tellement d'intérêt, avec un intérêt authentique, avec une préoccupation authentique, petit à petit, ça nous a aidé déjà à les circonscrire, à les identifier. Et progressivement, ce questionnement permet de ramener ces parts exilées dans le monde des vivants, puisque en tant qu'exilées, elles ont l'habitude de rester dans l'ombre et d'être soigneusement oubliées. Donc on va toujours très doucement, c'est-à-dire vraiment au rythme de la personne, on ne force rien, jamais, et on va aller démêler les chevaux embrouillés des différentes parties. Donc bien sûr, elles sont toutes un peu intriquées les unes dans les autres, hein. Et en allant rencontrer chacune d'elles, c'est un peu comme si on menait l'enquête pour savoir qui est là, quelle partie est là, à quoi on a affaire. Et petit à petit, donc chaque fois qu'une partie montre le bout de son nez, on la note et on va organiser une rencontre avec elle. Et au fur et à mesure, on se retrouve un peu comme dans un jeu de cette famille avec les différentes parties avec nous. Parfois, on en a beaucoup, toute une panoplie. Parfois, on en a très peu. En fait, ça dépend du nombre de parties qui sont véritablement activées. Hein, c'est celles-là qu'on va aller rencontrer. Et donc, toutes ces questions qu'on leur pose, hein, quand c'est toi qui es aux manettes de la personnalité, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Qu'est-ce que tu as tendance à faire? Voilà. Et on va comme ça pouvoir les croquer, les caricaturer en quelque sorte, ce qui nous permet de les fixer. On leur demande quel âge elles ont, à quoi est-ce que c'est relié comme souvenir, et si elle a une intention positive, qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Et quand on a bien fait le tour, quand elle est bien fixée, cette partie, on va aller établir un dialogue avec le self, c'est-à-dire avec le cocher, le capitaine. Donc il va s'agir de rétablir ce que Bessel van der Kolk, qui est un auteur qui est spécialisé dans le trauma, dans ce qu'il appelle le leadership du self. Donc il va falloir trouver ce self en soi. Donc c'est pas la partie la plus facile, parce que en début de thérapie, par définition, quand on est en difficulté avec ces parties, on a le champ de conscience qui est colonisé par ces différentes parties à l'intérieur de nous et qui jouent chacune leur rôle. Et il n'est pas toujours simple de trouver cet ancrage silencieux, cet ancrage simple en fait du self qui ne cherche rien, qui ne veut rien, qui est au-delà des parties. Donc il a souvent du mal à apparaître, à se distinguer. Souvent, on le trouve comme ça en premier abord, et puis très vite, quand il est en face d'une partie qui est vraiment très douloureuse, on se rend compte qu'en fait, le self est happé et très vite se laisse avaler par la détresse de la partie. Donc ça peut être se laisser couler par une part de rejet, une part d'injustice. Donc au début, le self va rentrer en contact avec cette partie et puis il peut se mettre à pleurer avec elle et à se laisser couler avec elle. Donc il va falloir travailler à le nourrir, à le faire croître pour le rendre de plus en plus fort. Alors, je vous cite un petit passage de Bessel van der Kolk qui dit à ce propos « Le self est un moi profond, un état de pleine conscience à partir duquel on peut observer le traumatisme.
La pleine conscience permet non seulement d'examiner son propre paysage intérieur avec curiosité et compassion, mais aussi de nous mettre sur la voie de l'auto-guérison. Le leadership du self, l'état où le self reprend les commandes sur les parties et où nous sortons de l'état d'impuissance et où nous reprenons la direction de la vie. Donc c'est vraiment le fondement du dépassement du traumatisme. On a besoin de se remettre dans cette partie de nous pour pouvoir reprendre les rênes, pour que le cocher puisse reprendre les rênes de la conduite des chevaux. Donc c'est vraiment faire en sorte que le cocher arrive à se distinguer totalement des parties. Parce que donc ce cocher, c'est véritablement l'agent de guérison psychologique. Donc par nature, il est compatissant, il est centré, il est calme, il est ancré, il est connecté à la fois aux autres et aux parties intérieures à soi. Il est curieux, il est tolérant, il est incapable de juger. C'est vraiment la caractéristique de la compassion. Donc ce qui est thérapeutique, c'est avant toute chose le rétablissement de la communication et du lien avec les parties. Donc on peut dire que les exilés sont des parties qui ont été dissociées au sens de dissociation traumatique. Et l'aspect thérapeutique, c'est vraiment de venir défractionner la personnalité. On retrouve aussi la poursuite de cet objectif chez les chamans, avec des pratiques qui leur sont spécifiques et qu'ils appellent récupérer les parties d'âme qui ont été perdues. Donc on voit bien qu'ils parlent du même processus, qui est le processus de la dissociation traumatique, et que le but, c'est vraiment de réunifier le sentiment de soi, parce que c'est ça qui produit non seulement la santé mentale, mais aussi l'équilibre et l'épanouissement de l'individu. Donc défractionner, c'est vraiment réunifier la personnalité. Tout ce petit monde des parties qui coexistent en nous, puisqu'on n'est pas des êtres monolithiques, unitaires, mais on est des êtres pluriels. On va chercher à apaiser chacune de ces parties qui se sentent plus entendues, qui ont été reléguées aux oubliettes. On va chercher à les remettre dans la ronde pour leur faire comprendre qu'elles ont une place pleine et entière dans cette petite communauté intérieure. Donc comment est-ce qu'on fait ça? L'ingrédient magique, c'est ce qui va mettre du lien dans tout, et c'est la compassion. Donc la compassion, c'est quelque chose qui est inclusif, c'est-à-dire qu'elle a une vision unitaire de l'ensemble, elle a une intelligence globale qui sait qu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de salut si les choses sont fragmentées. S'il y a des parties qui sont en reste, qui restent exclues. Donc cette compassion, elle envoie son regard d'amour, son regard inclusif sur tout ce qui est présent. Et donc si dans l'expérience intérieure de la personne, il y a quelque chose qui continue à être désagréable ou douloureux, c'est que quelque chose continue à rester exclu. Et la tête chercheuse de la compassion va aller chercher ce qui demande à rentrer dans ce cercle. Donc une des qualités premières, si ce n'est la qualité essentielle de la compassion, c'est de raisonner exclusivement de manière unitaire, de sorte que aucune partie ne se sente totalement incompatible. Par exemple, une partie de moi qui aurait des troubles du comportement alimentaire, qui mange de manière inconsidérée, et puis en face, le juge intérieur qui est implacable et qui envoie ses petits commentaires acerbes, qui condamne définitivement la partie qui mange, qui fait que cette partie va se retrouver honteuse et coupable. A priori, si on les regarde comme ça, ce sont deux parties qui s'opposent et qui sont irréconciliables. Eh bien, la compassion, elle va permettre de développer un point de vue qui est à la fois
capable de comprendre les besoins de la partie qui mange, des besoins émotionnels non entendus. Et elle va aussi être capable de comprendre les motivations du juge intérieur, qui veut pas que la personne parte dans ses travers, qui veut qu'elle reste mince, qu'elle corresponde à une certaine image pour ne pas être rejetée, etc. Et donc, cette compassion, elle va être en capacité d'assouplir en même temps le juge intérieur et donc d'amener de la douceur et de la gentillesse partout où elle passe. Donc avec ça, les parties exilées vont comprendre qu'elles sont absolument pas mauvaises, qu'elles sont les bienvenues et qu'elles se sont construites quand on était enfant pour nous aider dans notre processus adaptatif à la situation. Donc elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient à ce moment-là et il va être nécessaire de les actualiser dans le présent pour leur permettre de comprendre que leur stratégie d'aujourd'hui est obsolète, qu'elle n'est plus adaptée. Et donc, on va les réhabiliter dans ce qu'elles ont toujours été et dans ce qu'elles ont toujours fait pour nous. Alors, pour conclure, il faut dire que ce travail est très puissant pour se remettre des traumatismes qu'on appelle des traumatismes complexes, développementaux, les traumatismes de l'enfance, qui sont liés la plupart du temps à des problématiques d'attachement et qui nous laissent bien souvent dans des états de sidération, d'impuissance devant la vie, dans ce qu'on appelle un figement fonctionnel qui fait que on est impuissant à réagir à des situations qu'on ne devrait pas accepter. Donc si tu veux identifier tes parts, tu peux déjà essayer de les identifier en les prenant en flagrant délit. C'est-à-dire au moment où elles se manifestent, au moment où elles sont agissantes à l'intérieur de toi. Voilà, là, tu peux pas les louper, tu tombes dessus, paf. Tu sais que là, tu es sur une part de toi. Et puis aussi, tu peux partir d'un problème ou d'une situation spécifique que tu vis et que tu aimerais résoudre. Donc là, tu peux prendre un carnet et noter ce que tu perçois quand tu imagines que tu es dans la situation. Quelles sont les émotions qui apparaissent à l'intérieur de toi quand tu es en interaction avec une personne, par exemple. Donc, quand tu as bien noté de quoi il s'agit, tu peux aussi demander à la partie que tu viens d'observer de s'écarter un petit peu pour laisser la place, peut-être, à d'autres parties qui pourraient être présentes. Donc, en fait, tu te mets juste en situation d'observateur et tu regardes en pleine conscience ce qui se passe jusqu'à ce que plus aucune partie ne se manifeste. Voilà. Et puis ensuite, tu peux essayer de trouver du mieux que tu peux le self à l'intérieur de toi, c'est-à-dire cette position ancrée, neutre, qui n'est pas parasitée par la présence des autres parties. Et tu peux comme ça essayer d'entrer en contact avec les différentes parties en faisant attention qu'elles ne se mélangent pas. Voilà. Si tu veux par contre être accompagné, parce que c'est un petit peu difficile, avec ces outils-là, sur tes traumatismes développementaux, tu peux recliquer sur le lien en description qui t'enverra sur mon site. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que tu as pris plaisir à l'écouter autant que moi j'ai pris plaisir à le concocter. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que je développe, ce serait avec plaisir. Et donc, à ce moment-là, écris-les moi aussi en commentaire. À bientôt.